Le monde change, et il changera encore. Mais vous aussi, vous changerez. D'idole, d'appartement, de voiture, et sans doute de trajectoire professionnelle, pour vous adapter à une société en perpétuelle mutation. Depuis plus de 50 ans, l'IPAG Business School forme des managers pragmatiques, prêts à relever les défis à venir, la transition énergétique, la souveraineté économique, l'inclusion, et bien sûr la transformation digitale seront au rendez-vous, et nous aussi. La formation aussi change. C'est pourquoi nous lançons IPAG Online, notre campus numérique. Cours en vidéo, study case, bootcamp virtuel, masterclass avec les enseignants, mais surtout, tous les services d'accompagnement d'une grande école et un réseau de plus de 12 500 diplômés. Avec IPAG Online, vous étudiez à votre rythme, n'importe quand et n'importe où. Mais pas n'importe comment, et sûrement pas avec n'importe qui. Car vous offrir la meilleure formation, cela reste notre métier, notre expertise et notre vocation. Le monde change. Changez-le avec nous en rejoignant l'un de nos 4 MSC online. IPAG Online, l'avenir commence ici. Bien le bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte au mieux. Donc je vais me présenter très rapidement, Jean-Philippe Delaunay, je suis chargé des admissions à IPAG Business School et particulièrement dédié à IPAG Online, notre campus digital. Aujourd'hui, nous allons accueillir Cécile Louz, qui est la responsable de la PEC Montpellier. Il se présente, bonjour Cécile. Bonjour. Et Aurélien Bureau, qui est le chef de projet digital learning à IPAG Online. Bonjour Jean-Philippe et bonjour Cécile. Bonjour, bonjour Voilà. Tout le monde. Au travers de ces 2 dernières années qui se sont écoulées, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une nouvelle orientation sur le marché de l'emploi. Donc, nous espérons qu'à travers ce webinaire, on pourra vous apporter le maximum d'informations, de réponses, d'aide et de conseils pour pouvoir vous aider à vous orienter dans votre projet, quel qu'il soit. Alors, le webinaire va se dérouler de la façon suivante. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions directement dans l'onglet questions à côté, donc qui est visible par tous nos intervenants. Et moi, j'y répondrai par écrit, ainsi que les intervenants pourraient répondre directement en live. Voilà, écoutez, je pense qu'on va commencer tout de suite. J'invite à monter donc sur scène Cécile et voir. Est-ce que Cécile, tu vois le PPT? C'est bon? Là, non, il n'est pas là, non. Okay, alors, bonsoir à tous. Je vais le temps que Jean-Philippe retrouve le PowerPoint de Cécile, qui marchait très bien il y a 1 minute, je tiens à vous le dire. Je vous donne juste 2-3 petits conseils sur l'interface Livestorm si vous la connaissez peu. Vous avez donc l'onglet chat que vous a indiqué très justement Jean-Philippe. Juste à côté, l'onglet questions. Cet onglet questions permet, si c'est une question récurrente, de venir un peu la taguer ici. Comme ça, chacun pourra voir et revoir cette question puisque le live est disponible en replay. Vous avez également une section sondage. Cette section sondage, rassurez-vous, c'est complètement anonyme, mais nous, elle nous aide à améliorer notre proposition de valeur pour de prochains lives. Donc, il y a des questions qui sont plus axées APEC et d'autres qui sont un peu plus axées IPAG. N'hésitez pas, si vous le pouvez, à y répondre. Nous, ça nous aide à vous proposer ce qu'il y a de mieux pour la prochaine fois. Je vais laisser la parole à Cécile qui va prendre une petite minute pour se présenter. Et puis après, si tout va bien, on va pouvoir redéposer le PowerPoint. Et si ce n'est pas le cas, on verra pour faire un partage d'écran, ça ira très bien aussi. Cécile, à toi la parole. Merci beaucoup, merci Aurélien. Donc bonjour à tous. Donc je suis Cécile Louz, je suis responsable du centre APEC de Montpellier et je représente donc la région Occitanie. Mais il n'y aura pas de caractère régional dans les informations qu'on va vous délivrer aujourd'hui.
Voilà, donc l'APEC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Association pour l'emploi des cadres. Donc, on s'occupe de toutes les personnes qui sont en poste, en reconversion, anciens cadres, futurs cadres, à partir de Bac+3, et sur des projets, on va dire, de création d'entreprise, de reconversion. Bon, c'est un champ assez large et on s'occupe de tous les secteurs d'activité confondus. Voilà, notre travail, c'est d'éclairer les entreprises sur les modalités de recrutement, les accompagner dans la gestion de leurs compétences. Et côté cadre, c'est de vous accompagner dans l'éclairage du marché et vous aider à définir votre projet par rapport au marché de l'emploi. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, en essayant bien évidemment de croiser votre intérêt sûrement sur la question de la reconversion. Donc, on va croiser au programme. Donc, vous voyez le beau programme qu'on vous a proposé. On va parler marché, on va parler besoins des entreprises, on va parler formation, compétences, nouvelles compétences à acquérir, comment se positionner auprès d'un employeur quand on n'a pas d'expérience et comment aller valoriser son potentiel plutôt que son expérience. Et on parlera également de vos besoins de formation qui peuvent être couverts aujourd'hui. Voilà tout ce qu'on a à vous dire aujourd'hui. Alors, rassurez-vous, on a 45 minutes. On va essayer, parce que le programme est dense, non pas de survoler, mais d'aller à l'essentiel sur chacun de ces 9 points. Les points qui sont en bleu ciel me sont réservés parce qu'ils ont un côté un peu plus, je dirais, propre à l'IPAG et à l'IPAG Online. Mais on va essayer de traiter ça très, très simplement. Donc, la présentation des animateurs et du webinaire IPAG et APEC, ceci, on l'a vu. Jean-Philippe, encore une fois, est chargé d'admission. Si vous avez des questions de ce type, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On passe directement donc au premier point, le Big Data, pour cerner un tout petit peu le sujet dont on parle. Et juste derrière, je vous donnerai 2-3 informations sur IPAG Online, qui sommes-nous. Cécile, le Big Data, périmètre et enjeux. Tout à fait. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Philippe, on est un peu à la croisée des chemins aujourd'hui dans un marché de l'emploi qui est en pleine mutation. Et surtout que ce marché vient de subir une grosse crise sanitaire comme tout le monde et qui va impacter les compétences qui vont être attendues aujourd'hui en entreprise. Donc on a aujourd'hui besoin de traiter de plus en plus de la donnée pour des enjeux de volume. Tous les secteurs d'activité aujourd'hui sont concernés, on le verra tout à l'heure. On a besoin de traiter des données qui sont de nature très variable. Donc là, on est sur l'aspect variété. On a également besoin de vélocité et de personnes qui sachent fournir des analyses de données très rapidement, notamment en temps de crise. On l'a vu avec la crise sanitaire, on avait besoin énormément de données, mais dans des secteurs d'activité qui sont en mutation, on a besoin d'avoir des tendances, et ensuite on a besoin de véracité, puisque si on se base sur les données pour faire de la prospective, il faut qu'on soit sûr de ce qu'on analyse aujourd'hui. Alors, c'est exactement ça, c'est 4 grands enjeux, hein. C'est vraiment ce qui définit le Big Data. Le Big Data étant à la fois, si vous avez déjà une appétence pour les questions digitales et de traitement de la donnée, pouvant se définir par des données non homogènes et avec à la fois un accroissement du volume de données, de la variété. On a des données très hétérogènes qui sont sur des systèmes d'information différents, la vélocité, ce qui va être finalement la vitesse de traitement d'information, et la véracité, qui est la qualité de cette information. C'est vraiment ces 4 piliers qui fondent aujourd'hui ce grand concept que serait le Big Data. Alors, IPAG Online, juste en quelques mots, avant de te rendre la parole, Cécile, il faut déjà connaître IPAG Business School. Peut-être que vous connaissiez l'IPAG Business School, je ne sais pas. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est une école de commerce qui a une petite spécificité notable. C'est une association à but non lucratif de loi 1901 qui est labellisée ESPIG et c'est la plus ancienne association école de commerce puisqu'elle a 55 ans d'existence. Aujourd'hui, par quoi elle se distingue, quel est un petit peu
comment pourrais-je dire les choses, son identité, c'est celle de proposer ce qu'on appelle une excellence académique. Ça veut un peu tout et rien dire. Ce que vous devez retenir, c'est que nous avons des pôles de recherche académique, qui sont publiés dans les plus grandes revues, classés au classement de Shanghai, et que donc cette recherche académique, c'est ce qui vient irriguer d'une certaine façon notre méthodologie pédagogique. La mission, c'est former des managers, tout simplement, pragmatiques, très très important. On insiste beaucoup là-dessus, on est sur une relation avec les entreprises qui est quotidienne. Et donc, l'IPAG Online, c'est quoi? Eh bien, c'est le campus numérique de l'IPAG, donc des parcours qui sont proposés 100% en ligne. C'est important de le rappeler, puisqu'on est dans la data. Autant vous dire que la data, c'est aussi une grande partie de mon quotidien. Cécile, les métiers de la donnée, de quoi parle-t-on? Oui, exactement. Bah, c'est toujours intéressant en fait de définir aussi les domaines, on va dire d'implication dans lesquels on va se former ou on a envie de retravailler. La big data, la data n'est pas nouvelle, hein, bien évidemment. On va pas aujourd'hui vous dire que on vous parle de nouveaux métiers. Ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Aujourd'hui, le propos, c'est plutôt de vous dire que le big data joue un rôle de plus en plus stratégique. Et c'est pour ça que le marché a besoin de profils tech, a besoin de nouvelles compétences aussi. C'est parce que l'exploitation des données va, on va dire, concerner tous les domaines d'activité. Ça va permettre notamment un meilleur suivi de la performance des entreprises. Donc, vous voyez que ça peut, on va dire, concerner tous les secteurs d'activité. Ensuite, c'est la possibilité d'analyser les comportements des consommateurs. Donc là, on va avoir des implications dans le domaine commercial, dans le domaine marketing, et on va pouvoir également identifier les opportunités du marché en matière de prospective, en matière d'industrie. Voilà, pour vous donner quelques illustrations sur des secteurs, on va dire, des domaines professionnels dans lesquels la big data prend de plus en plus d'importance. Notamment, vous avez dans le marketing, je vous l'ai dit, on va aller vers de la prédiction du comportement d'achat. Et ça va permettre aussi de savoir quel produit il vaut mieux développer ou pas demain ou après-demain. Bien évidemment, dans la publicité, on va avoir aussi quel est le ciblage et quel est le comportement du public auquel on va s'adresser. Dans la santé, on l'a vu avec le développement des téléconsultations et on a énormément de données aussi qui concernent la télésurveillance des malades chroniques. Donc, on a des appareils, on va dire, à domicile ou même dans les hôpitaux qui envoient sans arrêt des données qu'il faut surveiller et qu'il faut savoir analyser. Dans le domaine des transports, par exemple, on va avoir des systèmes d'analyse de données qui vont permettre tout simplement de optimiser le parcours d'un chauffeur, de optimiser la durée de vie d'un véhicule pour pouvoir faire des économies de carburant, pour pouvoir faire des économies de pneumatiques, mieux gérer les stocks, par exemple. Dans le bâtiment, vous allez avoir quelques, on va dire, quelques progrès sur la domotique, sur les objets connectés dans les bâtiments intelligents ou tout simplement dans les maisons individuelles désormais. Donc, tout ce qui est bâtiment intelligent va traiter de la donnée aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de domaines, industrie, transport, santé. Dans les ressources humaines aussi, puisque c'est une spécialité un peu de l'APEC, on va avoir bien évidemment aussi des implications pour tout ce qui est meilleure connaissance des salariés sur qu'est-ce qui pourrait donner comme potentiel dans les entreprises, qu'est-ce qui serait intéressant pour eux de suivre comme formation en fonction, on va dire, des besoins de l'entreprise aussi. Donc, vous voyez, on est en plein dedans, tous les secteurs sont concernés. Alors, on est en effet en plein dedans. C'est assez passionnant. Je vois la qualité des domaines qui sont envisagés par toi, Cécile, et via toi par l'APEC. Ça peut paraître néanmoins un peu abscon, un peu obscur pour des personnes qui auraient le sentiment d'être éloignées des questions de data. Est-ce que on peut essayer de cartographier les différentes familles de métiers? Je crois que tu nous as préparé quelque chose là-dessus, hein.
Tout à fait, oui, oui, tout à fait. Donc, on va parler ensemble des cartographies de métiers pour qu'on sache justement de quoi on parle quand on veut se reconvertir ou qu'on envisage de candidater sur un poste dans la data. En fait, les métiers dont je vais vous parler là, j'ai pris l'exemple de 7 métiers, j'ai pas pris l'exemple de tous les métiers du big data. Ils sont rangés en 3 champs professionnels. Donc, le premier champ, ça va concerner la collecte et le stockage des données. Ensuite, on va avoir un deuxième champ ici en rose à l'écran qui va concerner le traitement et l'analyse des données. Et ensuite, on va avoir tout ce qui concerne la protection et la sécurisation des données. Donc, vous voyez que ces 3 champs-là, font écho aux 4 enjeux majeurs de tout à l'heure qu'on vous a présentés. Les enjeux vont se distribuer dans 3 champs et dans quelques métiers aussi que je vous ai choisi de vous présenter. Donc, c'est la diapo après. Donc, alors, c'est une simple architecture, hein, ne prenez pas peur sur l'organisation des métiers, mais c'est aussi en fait pour que vous puissiez vous rendre compte, puissiez vous projeter sur l'organisation des différents métiers qui touchent au big data, puisque quand on est novice ou quand on n'est pas de la partie, voilà, on n'arrive pas forcément à faire la différence entre un data architecte et un data scientist. Donc, on va peut-être vous en parler un petit peu. Absolument, oui, on va regarder plus dans le détail ces métiers. Néanmoins, Cécile, si je peux porter une toute petite nuance sur enfin un complément d'information plutôt sur ce que tu présentes actuellement. Là, ce sont vraiment ce qu'on va qualifier comme étant de nouveaux métiers. On est vraiment dans une forme de reconversion un peu radicale, un peu dure. On peut aussi avoir des reconversions peut-être plus douces parce qu'on travaille dans un écosystème de la data et ce sera par exemple les missions de marketing digital. Ce sera également des missions de web designer qui va penser l'ergonomie, le graphisme d'une application. Mais il va pouvoir le faire grâce à des datas. Donc, on a vraiment ces 2 niveaux de lecture. Il ne faudrait pas croire que les métiers de la data ne sont, je dirais, qu'une affaire de spécialistes ou, comme on le disait dans les années 2000, d'informaticiens. Voilà. Cécile, je te rends la parole. On n'est pas du tout là dans le monde des geeks. Hein. On est voilà. Justement, on va le voir tout à l'heure. On a imaginé pour vous un petit peu des transferts de compétences. Et puis, comment aller dans ces métiers-là, même si on n'a pas fait de formation ou si on n'avait pas jusque-là d'appétences particulières. En fait, en gros, dans ce domaine professionnel, je pourrais résumer en disant que tout le monde est bienvenu aujourd'hui et on a des besoins pour accueillir tout le monde. Donc, on verra tout à l'heure sur au niveau des soft skills et de quelques compétences de base. Vous avez tout à fait des passerelles naturelles à imaginer. Mais c'est des métiers nouveaux dont on entend beaucoup parler aussi dans la presse, mais qui font appel à des compétences, on va dire, presque classiques dans l'entreprise aussi, même si la technicité est nouvelle. C'est quand même intéressant de venir balayer dans votre cursus de formation ou dans votre expérience professionnelle des éléments qui vont faire écho aux besoins techniques de ces nouveaux métiers. Voilà. Absolument. Est-ce que tu veux nous dire un mot sur le data architect, data engineer? On n'a peut-être pas forcément le temps de présenter le détail de chacun de ces métiers. Comment tu voulais procéder? Oui, on va peut-être pas lire toutes les fiches, mais en tout cas, voilà, là, je vous donne à voir les domaines, mais j'ai préparé ces fiches-là pour exprès vous faire un petit travail didactique, on va dire, pour ceux qui seraient intéressés, et faire le distinguo avec les métiers. Donc, l'architecte data, c'est celui qui va, on va dire, préconiser les solutions techniques à mettre en œuvre dans l'entreprise. Il va mettre en place des solutions aussi ensuite, donc il préconise et il met en œuvre. Alors que le data engineer, lui, il va organiser, il va plutôt venir de ce qu'on appelle le développement informatique et il va s'attacher à la collecte et à la mise à disposition des données
pour l'ensemble des services. Donc, que ce soit un service des moyens généraux, le service RH dont on a parlé tout à l'heure, ça peut être la direction pour l'aide à la prise de décision. Donc, c'est des choses comme ça qui va s'attacher à mener dans son quotidien. Là, pour faire un parallèle qui peut être intéressant, hein, je trouve que les termes, les dénominations professionnelles de ces métiers sont très pertinentes. L'architecte est vraiment comparable à un architecte de bâtiment, c'est-à-dire il vient sur une phase de conception, de design de ces systèmes d'information et de connexion de ces différents systèmes. Ce n'est pas un technicien, ce n'est pas sa vocation. Et on a en parallèle l'ingénieur, un peu comme le chef de chantier ou l'ingénieur qui serait spécialisé dans tel ou tel matériau, qui lui vient déployer d'un point de vue opérationnel la technique pensée par l'architecte. Donc, c'est vraiment deux familles qui se complètent, qui travaillent ensemble, mais qui font appel à des compétences différentes. Alors, je te laisse la parole, Cécile. Allez, là, on attaque, si vous le voulez bien, le deuxième volet, le deuxième champ professionnel, qui est le traitement et l'analyse des données, qui est aussi très important. Et là, on a donc le métier de data analyst, qui lui va en fait s'attacher à valoriser l'ensemble des données d'une entreprise pour en fait créer de la valeur. C'est-à-dire que ces données, à quoi elles servent pour l'entreprise, c'est lui qui va, on va dire, faire parler les chiffres, comme on disait un peu des comptables avant, et il va réaliser des nombreux tableaux de bord aussi pour guider les différents services de l'entreprise dans leur activité. Voilà. Et il va s'attacher également à produire des modèles statistiques, des modèles mathématiques pour pouvoir là aussi aider à la prise de décision des différents niveaux hiérarchiques de l'entreprise. Le data scientist, lui, de son côté, il va plutôt mettre la main, on va dire, dans les algorithmes d'intelligence artificielle en fonction des besoins des métiers, en fonction des produits qui vont être développés. Notamment, on a une illustration, il va s'attacher à détecter des fraudes, il va s'attacher à produire des algorithmes qui vont anticiper les pannes dans l'industrie, par exemple, ou faire des recommandations d'achat, notamment sur Internet. Il va, on va dire, accompagner le parcours client. Voilà. Bon, c'est exactement l'exemple que j'allais donner. Donc, je te présente mes excuses pour le fait que je t'ai coupé la parole. Donc, la protection et sécurisation des données, oui. Troisième grande famille. Exactement, tout à fait. Donc, on pourrait même dire que ça vient en fait, ces métiers-là viennent en fait sécuriser l'ensemble des autres métiers, puisque on ne peut pas imaginer aujourd'hui collecter et exploiter de la donnée sans qu'elle soit sécure. Et pour ça, donc dans les entreprises, on a des DPO, donc des délégués à la protection des données, qui notamment vont s'attacher au respect de la conformité par rapport au RGPD et par rapport à la CNIL. Et en fait, il va accompagner, il va conseiller les entreprises dans ce qu'on peut ou on ne peut pas faire dans la gestion des données. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir un rôle chapeau, un rôle un petit peu macro, avec des qualités de prise de recul qui vont être nécessaires pour occuper cette fonction, pour dire, voilà, ça on fait pas, ça on fait comme ça. Et il va être attentif à tout ce qui est évolution réglementaire dans son quotidien. Et ensuite, on a le consultant en cybersécurité. Donc là aussi, c'est un des métiers de la protection et la sécurisation des données. Il est un petit peu différent, puisque lui, il va mettre en place des systèmes d'information qui soient sécures. Et il va analyser les besoins des entreprises et il va imaginer un système qui rende l'entreprise, on va dire, imperméable aux attaques informatiques. Absolument, absolument. Alors après, quatrième volet, qui est un volet transverse et qui est tout aussi passionnant, celui du data management finalement.
Exactement, tout à fait. Donc là, on a sur un volet, on va dire management, sur un volet encore plus macro, on a le poste de Chief Data Officer ou Data Manager, qui lui va assurer la gouvernance des données et il va accompagner la transformation digitale de l'entreprise de manière beaucoup plus globale. Lui, il va avoir affaire en fait à l'ensemble des services et il va être connecté en lien constant avec les différentes activités et les différents services qui sont amenés à collecter de la donnée. Voilà. Absolument. Là-dessus, Cécile, avant qu'on passe sur le point suivant, hein, qui, je pense, est un point pour le coup attendu, c'est-à-dire celui des compétences attendues, justement, je tiens vraiment à repréciser que ces dénominations de métiers peuvent aussi dépendre du niveau d'acculturation au digital et à la data de l'entreprise envisagée. Il y a un petit côté, Monsieur Jourdan, qui faisait de la prose sans savoir qu'il faisait de la prose. Vous pouvez tout à fait, demain, faire du data scientist sans pour autant que ce soit la dénomination effective. Donc voilà, il y a des métiers qui sont en croissance, qui sont vraiment les métiers d'aujourd'hui et de demain, mais il y a quand même, on fait déjà bien sûr de la data aujourd'hui dans toutes les entreprises. Voilà, c'était juste pour le préciser. Je ne dis pas de bêtises, Cécile, on est d'accord? Oui, tout à fait, tout à fait. On a des offres d'emploi qui vont avoir ces dénominations de métiers-là. Mais pas que. Voilà, donc il faut être un peu attentif sur les offres d'emploi pour aller aussi détecter les compétences qui sont décrites sans forcément s'attacher uniquement à l'intitulé chapeau du poste à pourvoir ou de la mission qui est proposée. Donc on peut avoir ces missions-là dans beaucoup d'intitulés de postes aujourd'hui, puisque on a quand même un tissu. Enfin, en France, on a quand même un tissu de TPE-PME. Donc, toutes les TPE-PME ne vont pas, on va dire, créer un poste de data manager ou de data scientist. Et donc, vont peut-être, des fois, mélanger ces fonctions-là avec d'autres fonctions un peu plus transversales ou plus polyvalentes. Donc, il faut aussi, dans les entreprises, être prêt à avoir, on va dire, plusieurs casquettes. Ce maître mot de polyvalence, je te laisse justement la parole sur les compétences attendues. Dieu sait qu'elles font appel à un spectre qui est large. Tout à fait, exactement. Donc, on va retrouver dans cette grille-là ou dans ce camembert-là beaucoup de compétences, on va dire, transversales dans les entreprises, mais on les a organisées en fait en trois grandes parties. Vous avez donc sur la gauche les compétences métiers, donc qui vont être plutôt des compétences techniques, donc l'informatique, la manipulation du langage, des algorithmes, mais on a aussi bien sûr les bases de la mathématique et des bases scientifiques tout simplement, de l'analyse statistique. Et on a le besoin de comprendre les enjeux de l'entreprise. Pourquoi est-ce que je vais développer ce programme? Pourquoi est-ce que je vais mettre en place ce système? C'est vraiment pour répondre à un enjeu stratégique de l'entreprise. Ensuite, vous avez donc en bleu moyen, on va dire, en bas dans le camembert, vous avez tout ce qui est compétences de savoir-être. Vous l'avez vu tout à l'heure dans le descriptif des métiers, on a affaire à des métiers qui font appel à beaucoup de relationnel, beaucoup de contacts entre les entreprises. Il faut être à l'écoute du besoin de ses collègues, des autres services, mais il faut aussi être beaucoup à l'écoute des besoins des clients, puisqu'on va analyser leur comportement. Il faut faire preuve d'adaptabilité parce que bien évidemment les systèmes avec lesquels vous allez être amené à travailler vont évoluer très vite. Voilà, c'est le domaine informatique qui fait ça, le domaine de la tech en général. Donc il faut être agile, adaptable. Et il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie, puisque quand on travaille dans le domaine de la data, c'est pas quelque chose qui est, on va dire, très répandu. C'est pas quelque chose qui est très connu par tout le monde. C'est pas comme une infirmière ou comme une caissière. Et donc du coup, il faut savoir expliquer son métier, expliquer qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et ensuite, donc vous avez les compétences transversales sur le côté qui vont faire appel là au travail en équipe, à la gestion de projet, de l'anglais, pas toujours, mais souvent de l'anglais dans ces métiers-là. Donc absolument. On a tout ce champ-là qui vont faire que si vous vous reconnaissez, on va dire, dans ces domaines-là,
vous avez tout bon. Vous avez les cases. Ne pas se contenter ou ne pas se dire il faut que j'ai toutes ces compétences-là pour pouvoir, on va dire, me lancer dans les domaines de la data ou réfléchir à mon projet de reconversion ou postuler sur une offre d'emploi. Non, ce n'est pas un catalogue où il faut cocher toutes les cases. Là, on vous a donné à voir. Si vous avez ces compétences-là, vous pouvez vous lancer. Voilà. Et par ailleurs, sur la slide d'après, on va peut-être voir des passerelles naturelles. Vous pouvez vous lancer dans les métiers du big data si vous venez, par exemple, de ces domaines-là. Alors, on ne les a pas tous non plus, mais vous voyez que quelqu'un qui était statisticien, qui était chargé d'études socio-économiques, qui est quelqu'un qui est ou qui a été administrateur de base de données, juriste, chargé de la qualité, quelqu'un qui était documentaliste, archiviste, chargé de la conformité dans une entreprise, va tout à fait pouvoir se projeter dans les métiers de la big data. On a des passerelles naturelles, ce que j'ai appelé des transferts de compétences naturelles de ces métiers vers les métiers de la big data. Ça fait appel en fait aux mêmes pratiques, aux mêmes compétences, on va dire, quotidiennes, même si le côté technique est un petit peu différent. Là-dessus, on pourrait également rajouter peut-être, Cécile, tous les postes. Alors, je n'ai pas ton expertise, je ne suis pas, conseiller en insertion professionnelle, mais tous les postes qui seraient liés de près ou de loin aux questions mercatiques. J'entends par là le marketing, le design web, la vente, toutes ces logiques-là, en fait, qui font qu'on a une compréhension de l'analyse d'un besoin d'un client. La data va venir au secours de cette réflexion-là. Donc, on a un transfert de compétences assez naturel là-dessus, soit de personnes qui viennent des univers de la data, qui vont faire un upskill sur du marketing, ou le contraire, des gens du marketing qui vont faire un upskill vers la data. Il y a une vraie hybridation de ces deux univers. Et pour chapeauter, pour faire le lien aussi, on l'a pas mis là dans la diapo, mais pour faire le lien avec le data manager aussi, on peut avoir des ponts avec tout ce qui est directeur des opérations dans d'autres domaines que l'informatique ou que le digital. C'est quelqu'un voilà qui va chapeauter plusieurs services, affecter des ressources, donner des moyens techniques. On est dans le même secteur d'activité, mais effectivement, tout ce qui est marketing va naturellement avoir des ponts. Nous avons, Cécile, une question qu'on va prendre en direct qui est d'Annabelle Lefranc. L'anglais technique est-elle une compétence que vous jugez obligatoire? Alors, c'est une compétence nécessaire qui n'est pas suffisante, qui n'est pas forcément discriminante à l'entrée, mais qui sera discriminante en termes d'exercice. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qui va être lié à la data pure et dure, ne serait-ce que en termes, vous l'avez vu tout à l'heure, de dénomination des postes, ça va être la même chose sur des process et plus encore sur des langages techniques, éventuellement de programmation. Donc, il ne s'agit pas d'avoir un anglais courant, mais il s'agit à minima d'avoir une compréhension de ce vocabulaire technique, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'équivalent francophone. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, avant de laisser la parole à Cécile sur ce point, c'est que en ce qui nous concerne à l'IPAG, en tout cas, on juge absolument fondamental d'avoir nos enseignements systématiquement de façon bilingue, et en français et en anglais. Donc, c'est dire à quel point on sait l'importance de l'intégration à un niveau mondial des questions de data. Cécile, pour toi, d'un point de vue du marché de l'emploi, qu'est-ce que tu en dirais? Exactement la même chose. Ça a tout à fait résumé aujourd'hui les besoins des entreprises. Ce n'est jamais bloquant l'anglais technique, mais effectivement, après, il ne faut pas que vous soyez en difficulté si vous venez de très très loin, vous maîtrisez pas du tout. Mais c'est voilà, je rebondis sur ce que tu as dit, Aurélien. C'est exactement ça. Il faut jamais se freiner, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui va être une condition nécessaire dans l'activité de votre métier, à différents niveaux aussi, toujours en fonction de votre domaine d'activité et de la taille de l'entreprise aussi. Ça va aussi dépendre de la taille de l'entreprise et qu'est-ce qu'elle promeut comme service. Je me permets juste d'intervenir quelques instants pour abonder dans le sens d'Aurélien.
Aujourd'hui, à l'IPAG, nous avons voulu et nous voulons surtout permettre à toutes les personnes qui participent chez nous de leur donner une dimension un peu internationale, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas non plus rester concentré que sur une zone géographique très petite. Donc et la dimension internationale, on ne peut la donner qu'avec une pratique technique de langage, et donc c'est de l'anglais. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Cécile, si tu veux bien, avant qu'on passe aux questions d'upskill, reskill et soft skills, sur lesquelles peut-être nous irons un petit peu plus vite parce qu'il est déjà 19h05, oui, pour ne pas abuser du temps de concentration de nos spectateurs. Une question de Annie Ndamba. Le gestionnaire de projet data doit-il maîtriser un outil de data, exemple SAP ou le MDM? Cécile, est-ce que tu m'autorises à répondre à cette question? Ah oui, oui. Voilà, parfait. Alors, sur le MDM, donc le Master Data Management, comme sur le SAP, on ne va pas être sur une question de maîtrise, mais sur une question à minima de compréhension. Attendez, j'ai oublié de cliquer sur j'ai pris la réponse en direct. Donc, Annie, pour répondre à votre question, l'idée, c'est si le gestionnaire de data, c'est au sens du data manager, évidemment qu'il doit maîtriser le MDM qui va avec, puisque c'est le Master Data Management. En revanche, si c'est un gestionnaire de projet data, c'est-à-dire un chef de projet data, il va avoir là un double type de compétences. Une compétence métier qui va être celle du chef de projet, donc être capable de gérer un projet de A à Z, et ça, c'est une méthodologie qui n'est pas propre à la data, on soit bien d'accord, mais il faut quand même qu'il ait une surcouche de compréhension des métiers de la data pour pouvoir comprendre les besoins et ressources des équipes qu'il administre autour de son projet. Donc là, ça va être plus un niveau de compréhension de surcouche. Vous voyez, c'est un peu la même question que pour l'anglais. Si on ne parle pas un vocabulaire commun, on ne peut pas mettre en œuvre une musique. Voilà, c'est à ce niveau-là. Donc, ça va dépendre de la spécialité et du niveau de technicité de cette gestion de la data. Je ne sais pas si j'étais clair, mais Cécile, je te rends avec volontiers la parole sur la suite. Je crois que là, c'est toi qui vas parler puisqu'on est sur les upskills et red skills dans les formations de l'IPAG. D'accord, très bien, on avance. Merci Annie et merci Annabelle. C'est vraiment très très aimable de voir vos réponses dans le chat. Alors là-dessus, je vais aller vite. Upskill et reskill. Pourquoi vous parlez de ça? Et j'apprécierais vraiment que Cécile, tu puisses réagir dessus parce que je crois qu'on est au cœur des problématiques actuelles de l'APEC et des problématiques de monter en compétences pour parler d'une façon très très large. Upskill et reskill, c'est quelque chose qui fait partie vraiment de l'identité du campus IPAG Online. Qu'est-ce qu'on va appeler l'upskill et le reskill? L'upskill, c'est la montée en compétences, c'est-à-dire je reste dans mon domaine, mais j'acquiers de nouvelles compétences qui me permettent donc d'accéder à un niveau supérieur de technicité, par exemple, et in fine, de métier ou de responsabilité. Le reskill, c'est plutôt le renouvellement des compétences. Par exemple, je suis déjà en poste en marketing et j'ai besoin de me mettre à jour en marketing digital, de comprendre ces choses-là. On parlera de renouvellement. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est-à-dire que vous soyez dans une logique de reconversion, de montée en compétences ou de recherche de nouveaux projets, dans tous les cas, le online est quelque chose qui est une solution vraiment intéressante. Pourquoi? Parce que vous soyez en upskill, en reskill ou en reconversion, vous êtes déjà actif a priori. Alors actif, vous pouvez être actif demandeur d'emploi ou actif en situation de poste. Dans tous les cas, on est actif. On n'a pas 19 ans, 20 ans avec 35 heures de disponible pour des études. Le online pour ça est vraiment très très intéressant parce que vous allez avancer à votre rythme, parce que vous avez des masterclass synchrones, mais également que vous pouvez prendre en replay. Il y a tout ça. Et pour finir sur cette idée de l'importance de l'upskill et du reskill, qui pour le coup, c'est ce qu'on défend à IPAG Online, mais on n'est pas les seuls à le faire, Cécile saura le dire. Quelques chiffres tirés du World Economic Forum. On a 74% des employeurs, par exemple, qui choisissent des solutions online justement pour leurs salariés. 55% des salariés, 93% des actifs qui ont recours actuellement à des dispositifs de formation continue. 43% des entreprises qui cherchent à faire des profits dans la data et le marketing digital. C'est-à-dire, ils ne savent pas comment aborder ce marché, mais ils savent qu'il faut y être. Donc, ils vont chercher des gens
qui parlent ce langage-là de la data. Et enfin, une personne sur deux d'ici 2030, 2030 c'est demain, on est en 2021, une personne sur deux à minima, d'après le World Economic Forum, qui aura besoin d'un reskill dans le domaine de la data, c'est-à-dire d'une mise à niveau, pour parler simplement. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire de l'upskill et du reskill sur le volet école, sur le volet formation. Cécile, qu'est-ce que tu en dirais, toi, sur le volet marché ? Moi, je dirais que c'est un enjeu majeur, en fait, aujourd'hui, d'adapter les compétences des personnes dans ces domaines-là. Qu'on soit spécialiste, moins spécialiste, que ça soit son métier ou pas. On voit là, avec les statistiques que tu viens de te donner, que c'est on va dire, une lame de fond et ça correspond vraiment aux besoins de transformation et d'évolution des compétences dans les entreprises. Là-dessus, je crois que j'avais noté un ou deux conseils. Je vais passer rapidement dessus. Je pense que nous sommes tous, compte tenu du public, en compétence pour comprendre ceci. Mais voilà, il faut pouvoir identifier son projet pro. Faut pas oublier de s'épanouir. Je tiens à le dire. Moi-même, du haut de mes 38 ans, j'ai déjà connu une reconversion professionnelle. C'est bien d'aller aussi vers quelque chose qui nous parle. Bien sûr qu'il faut envisager la question de pouvoir se former. Ça, c'est important. Et pour se former, ce sera important, quel que soit l'organisme que vous choisirez, d'avoir en tête à la fois la souplesse, celle du online, mais en même temps la qualité de l'accompagnement. C'est très, très important d'être accompagné. Et je crois que l'accompagnement, Cécile, encore une fois, je te rends la parole, c'est quelque chose qui fait partie des missions fondamentales de l'APEC. Voilà, exactement, tout à fait. Que ce soit vous accompagner pour valider un projet de reconversion, vous éclairer sur y aller, pas y aller, par quoi commencer quand on a un projet de reconversion, puis quelles sont les bonnes questions à se poser. C'est des choses voilà qu'on peut tout à fait faire avec vous. Maintenant, alors, vas-y Cécile. Oui, on va parler peut-être parce que quand on parle de big data, on a vu tout à l'heure l'importance et l'étalement de ces besoins du métier et de compétences. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Des fois, on entend le tout et le n'importe quoi. Donc, j'ai voulu vous faire un petit focus sur oui ou non. Est-ce que les entreprises aujourd'hui ont de réels besoins? Donc, vous imaginez, je ne vais pas donner beaucoup plus de suspense que ça, mais oui. Si on est là aujourd'hui avec vous, c'est pour, on va dire, presque vous inciter à sauter le pas vers des formations dans ces métiers-là et vers des reconversions ou des candidatures vers des offres d'emploi. Parce que oui, toutes les entreprises recherchent des profils tech et je vais dire que encore plus à cause de la crise sanitaire du Covid et la crise économique là qui s'ensuit, puisque ça va créer de nouvelles opportunités. On a beaucoup de statistiques, je ne vais pas vous assommer avec ça, mais en gros, au niveau des prévisions 2021 sur le marché de l'emploi cadre, qu'est-ce que c'est qui, au niveau national, on va dire, ressort le plus, c'est les besoins de recrutement dans le domaine informatique. Donc voilà, on est vraiment sur le top one des métiers. Le domaine informatique dans nos enquêtes et dans nos stats, rassemblant tous les métiers dont on vient de parler. Voilà, donc c'est vraiment prégnant. C'est qu'on parle de compétences, qu'on parle de secteur d'activité, qu'on parle de zone géographique, qu'on parle de taille d'entreprise, qu'on parle de sexe, d'âge, d'expérience. Par tous les côtés qu'on prenne cette thématique et ce besoin-là, on y est aujourd'hui, il y a de vrais besoins. Alors, ce qui est en plus passionnant, Cécile, sur ce que tu nous donnes, mais on va essayer d'aller un petit peu plus vite vers les prochaines informations, c'est que certes, l'informatique, encore une fois, bien sûr que la data est un domaine électif de l'informatique, mais ne marions pas, il n'y a pas un synonyme, un trait d'égalité entre l'informatique et la data. Vous voyez qu'il y a 42 000 emplois dans le commercial et marketing, ça concerne la data. Recherche et développement, ça concerne la data. Production industrielle également. Finance compta, absolument. Tout ce qui va concerner des rapprochements, des fonctions de paye, des fonctions de gouvernance, de loi BAL, de loi sur la correction de finances, toutes ces choses-là, on est au cœur de dispositifs data. Ça, c'est très, très important de le noter. Exactement, excellente remarque. Là, les statistiques que je vous propose, en fait, on est sur un effet de biais parce qu'en fait, les entreprises, quand elles postent une offre d'emploi, elles ont quand même tendance à ranger en fait leur poste et leur mission dans le domaine informatique. Or, comme tu l'as très bien dit, Aurélien,
on peut très bien balayer sur un poste l'ensemble de ces éléments-là, ou on peut avoir un data scientist qui va être dans le domaine commercial ou dans le domaine des études et recherche et développement. Voilà, c'est rangé comme ça un peu pour l'instant pour des raisons statistiques, mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Alors, exemple du nombre d'offres d'emploi cadres publiées sur apec.fr. Voilà, ça, je crois puisqu'on parle de data un petit peu, je vous en ai sorti voilà, quelques-unes, puisque je vous ai donné à voir ici dans un petit tableau qui résume sur quelques métiers le nombre d'offres d'emploi que l'APEC a eu à gérer sur son site apec.fr et l'évolution entre 2019 et 2020 et 2020 et 2021, sachant que 2020 est voilà une année un peu particulière en termes de statistiques et que c'est très difficile aujourd'hui de se relever de cette crise économique et d'avoir des prédictions qui sont fiables. On essaye de le faire dans nos études puisqu'on a des méthodes qui sont très carrées, mais même l'INSEE au niveau national aujourd'hui a beaucoup de mal à faire des études parce que il y a beaucoup de choses qui ont été, on va dire, transformées, bouleversées. Mais moi, je voudrais juste vous dire que ça crée des opportunités aujourd'hui. On a quand même une forte évolution de plus, on va dire 40% d'offres d'emploi pour le poste de architecte Big Data et plus 28% pour Chief Data Officer. Donc, vous voyez qu'on a vraiment des éléments tangibles à vous donner aujourd'hui. Je ne cache pas les éléments aussi qui sont en baisse, hein, les moins 61% ou les moins 54% pour data scientist ou développeurs. J'explique ces chiffres-là tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est en telle pénurie de talents sur ces métiers-là que les entreprises en arrivent à ne plus diffuser d'offres d'emploi. C'est-à-dire qu'elles se disent tellement qu'il y a plus de profil sur le marché, que ça sert à rien que je diffuse une offre. Donc, c'est un marché aujourd'hui, voilà, la baisse des offres d'emploi. C'est un marché extrêmement tendu pour tout ce qui va être développeur, full stack, back-end, tout ce genre de métiers, où là, on est vraiment dans des métiers de pure technique, enfin, qui appellent à une pure technicité. Hein. Je ne réduis pas le métier, mais là, ce sont des choses, en effet, qui sont très tendues, avec, en revanche, des portes qui s'ouvrent pour les prochaines années de façon très, très importante sur des métiers de conception, d'administration, de gestion et de chefferie de projet, tels que data analyst et architecte de données. Alors, les soft skills les plus recherchés, Cécile, tu parlais de polyvalence tout à l'heure et de compétences attendues. Qu'est-ce que sont ces soft skills? Qu'est-ce que c'est que des soft skills? Et quels sont ces soft skills recherchés? Alors, les soft skills, c'est tout ce qui est en fait des compétences comportementales. C'est tout ce qui n'est pas technique. Donc là, vous avez en fait un top 5 des soft skills qui sont demandés dans l'ensemble des entreprises, dans l'ensemble des activités. Et ce qui est super intéressant dans cette enquête, c'est que là, quand on voit que, par exemple, la pensée analytique et la capacité d'innovation ou le pouvoir d'adaptabilité viennent, on va dire, en top 1 et en top 2, pour moi, tout de suite, ça me fait tilt par rapport au métier de la data, parce qu'il y a une corrélation évidente entre, on va dire, les fonctions qui vont être occupées dans les différents métiers du big data et puis les soft skills qui sont aujourd'hui demandés. Il y a une corrélation parfaite. Donc ça, c'est des éléments aujourd'hui que les entreprises et que les recruteurs vont aller chercher dans les candidatures, ils vont aller chercher dans les entretiens de recrutement ou notamment qui vont être validés dans les périodes d'essai et qui sont pas forcément décrites dans les offres d'emploi ou qui dans une lettre de mission ou dans une fiche de poste. On a encore peu aujourd'hui un petit pavé, un petit chapitre avec les soft skills. Pourtant, voilà, c'est quand même des éléments qui sont très attendus. Absolument. Alors, je répondais à une question d'Annie dans le chat. Donc, je finis juste le chat et je passe sur les architectures et sur vraiment le soft skills. De vente. Voilà, excusez-moi Annie, je répondais à votre question dans le chat, ça permet à tout le monde de revenir sur la réponse. Alors, pourquoi ce point sur les soft skills, comme l'a excellemment présenté Cécile et bien mieux que moi? L'importance des soft skills aujourd'hui, elle n'est pas à démontrer et donc les écoles
comme la nôtre, mais comme d'autres, s'intéressent à avoir un enseignement sur ces thématiques. L'une des spécificités qu'on a choisies sur IPAG Online, c'est de dire que pour chacune de nos formations, ce qu'on appelle des MSC, on a systématiquement un des blocs, comment pourrais-je vous dire les choses, un des programmes, on parlera de track, ce genre de dénomination selon les écoles, mais il y a un programme complet de soft skills, c'est 72 heures de formation, d'accompagnement, et qui vont être centrés très, très spécifiquement, par exemple, sur apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre, on parlait tout à l'heure d'upskill et de reskill, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on sait tous qu'aujourd'hui, on est ce qu'on appelle des slashers. Slash pour dire on a plusieurs vies professionnelles. Donc, il faut être capable de déconstruire et de reconstruire par soi-même, c'est-à-dire savoir apprendre à apprendre. Il y a toutes les questions de management, il y a des questions d'intégration, il y a comment on concilie la vie personnelle, la vie professionnelle et par exemple une autre vie à côté qui serait une reprise d'études ou une vie associative. Il y a bien sûr toutes les techniques de recherche d'emploi, le personal branding. Ce que vous devez retenir de ça, c'est que on mise de plus en plus, beaucoup d'écoles le font, on fait partie de ceux, pour le coup, qui le font mieux. On mise de plus en plus sur cette question-là, comment transmettre les soft skills, non pas aujourd'hui en 2021, mais des soft skills qui vont vous servir pour tout le reste de votre vie professionnelle. Des choses que vous pourrez appliquer et réactiver, en fait, quel que soit votre parcours de vie et votre parcours au sein de l'entreprise et du marché de l'emploi. Point 9, Cécile, comment séduire un recruteur ? Point 9 et dernier point pour nos auditeurs là aujourd'hui. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, comment est-ce qu'on s'y prend quand on vient pas de ces métiers-là ou quand on veut sauter le pas? Comment est-ce qu'on va convaincre si on n'a pas de bagage technique ou de diplôme dans ces éléments-là? Bon, si on a besoin de diplôme, bien évidemment, Aurélien, on va venir te voir et on va demander son inscription à Jean-Philippe. Trois petits conseils ce soir, on va dire pour terminer avec vous, c'est que si vous imaginez vous reconvertir dans ces domaines, si vous imaginez être candidat à une offre d'emploi, si tu veux passer à la diapo suivante, moi j'ai pas la main apparemment. On va peut-être vous demander moi je vais vous conseiller en tout cas de faire preuve d'ambition et de ne pas être modeste par rapport à votre passé. Toute expérience est bonne à valoriser et si vous arrivez à analyser votre passé professionnel, vos compétences, vos soft skills, bien évidemment, et à les travailler, voire à les développer, vous allez être d'autant plus capable de valoriser tout ce qui a fait votre chemin personnel et professionnel aujourd'hui et qui va compter dans votre projet de reconversion et qui va compter dans votre candidature. On a une petite technique dans certains de nos ateliers à l'APEC, puisque on donne aussi des conseils sur face à un recruteur, n'hésitez pas en fait à réfléchir et à préparer des éléments qui concernent des exemples de réalisations significatives que vous avez pu mettre en œuvre dans votre vie professionnelle, mais aussi votre vie personnelle. Vous allez venir en fait balayer qu'est-ce que c'est qui a fonctionné pour moi à un moment donné, qu'est-ce que c'est qui a fait que j'ai réussi ce projet ou à quel moment je me suis sentie à ma place, en phase avec ma mission, avec mon entreprise ou avec mon association ou mon projet de création d'entreprise. C'est ce moment-là qui fait que ces compétences qui ont été mises en œuvre à ce moment-là vont être importantes et vous allez pouvoir les valoriser. Voilà, donc on peut vous aider aussi lors de nos ateliers à réfléchir sur des réalisations significatives, mais c'est un petit truc que je vous donne aujourd'hui. Voilà, essayez de balayer quel a été dans votre passé professionnel, votre passé personnel, un moment juste, un moment significatif que vous allez pouvoir raconter à un recruteur.
Parfait. Alors ça, c'est extrêmement clair. Ce sont des conseils très précieux. Avec toi, Cécile, je souhaiterais prendre une question avec une réponse en direct, question d'Annabelle, que Jean-Philippe a déjà traité dans le chat, mais sur un aspect, je dirais, stricto sensu, hypagien, volet formation, c'est-à-dire quel est, nous, le niveau de titration qu'on propose. Mais je pense que la question d'Annabelle est plus vaste. Je la pose. Quels sont les niveaux de formation exigés dans les offres d'emploi pour ces métiers autour de la data? Jean-Philippe vous a donné la réponse sur nous, le niveau de formation qu'on propose. Cécile, volet marché-emploi, sur ces nouveaux métiers de la data et sur les métiers en cours, le niveau de qualification attendu? Alors, on a vu tout à l'heure au début là qu'il y avait une sorte d'architecture aussi. Donc, vous imaginez que ça va aussi logiquement concerner le niveau de formation. Alors, on va plutôt parler de niveau bac+2, bac+3 pour data engineer, data scientist. Et ensuite, bon, tout ce qui est management, on va aller plutôt sur du bac+5. Mais là aussi, je voudrais dire que ce n'est pas un frein. Il faut que vous puissiez aller dans ces métiers-là si vous avez une certaine appétence, si vous avez un certain bagage, et aller, on va dire, monter au créneau, prouver votre potentiel à un recruteur, même si vous n'avez pas un bac+5 ou un bac+3 dans ce domaine. Mais je dirais que pour l'ensemble des métiers qu'on a balayés ensemble ce soir, je dirais que bac+2, bac+3 peut être tout à fait correct. Oui. Alors, autre question que Jean-Philippe va peut-être prendre, une nouvelle question sur la compatibilité avec l'activité professionnelle. Tout à fait. Donc, j'en profite pour rebondir sur ce que Cécile disait. Donc, oui, vous aurez la possibilité d'accéder à ce type de métier par un bac+2 ou bac+3. Nous, à l'IPAG, on souhaite aussi vous apporter une spécificité supplémentaire en vous permettant d'accéder donc à un bac+5 via notre formation. Et pour répondre à la question d'Annabelle, elle demandait est-ce que cette préparation d'un diplôme bac+5 est-elle compatible avec une activité professionnelle en parallèle? Complètement, puisque en fait, nous sommes sur un campus 100% online, avec une formation qui est en 3 volets. Donc, vous avez le premier volet, les cours qui sont en live, mais que vous pouvez retrouver en replay. Le deuxième volet, vous avez des masterclass avec des cas pratiques qui vous permettent de rentrer directement dans le feu du sujet. Et puis, enfin, vous avez aussi des entretiens avec un master coach qui vous suit, qui vous aide, qui revient éventuellement sur des notions que vous n'avez pas assimilées et qui vous aide au niveau de votre mémoire. Donc, c'est tout à fait compatible avec votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Et vous pouvez aussi très bien suivre nos formations en alternance. Donc, oui, Annabelle, c'est bien compatible. Avant qu'on laisse peut-être, à moins qu'il y ait encore quelques questions, le mot de la fin à Cécile, Jean-Philippe, tu pourrais peut-être nous mettre dans le chat, quand je vois la nature des questions, le lien vers un précédent live, celui avec notre partenaire Data Scientist, qui fait vraiment un focus métier très très précis sur les différents métiers, le data steward, ce genre de choses, et les compétences vraiment d'un point de vue technique. Donc ça, c'est pour les aficionados de la data, je dirais, radical et rigoriste, et peut-être éventuellement mettre le lien vers le live de présentation générale IPAG Online, où vous retrouverez une présentation de chacun des MSC, de chacun des masters, avec les modalités pour ceux qui seraient intéressés d'admission, avec les contacts de Jean-Philippe. Cécile, ça a été vraiment un plaisir de te recevoir, de pouvoir travailler main dans la main, encore une fois avec le marché de l'emploi. N'oublions pas que nous, notre métier en tant qu'école, c'est de faire de la formation, mais la formation n'a de sens, outre le point de vue culturel, que celui d'aider la personne in fine à réaliser son projet. Ça peut être un projet d'entreprise, ça peut être un projet de retour à l'emploi ou de reconversion. Je pense que tu nous as profondément éclairé et donné beaucoup d'outils à nos auditeurs sur comment identifier ce potentiel de reconversion. Peut-être que pour conclure, tu pourrais donner un dernier conseil et rappeler les contacts de l'APEC pour ceux qui parmi nos auditeurs ne sont pas encore adhérents à l'APEC ou suivis par l'APEC.
Oui, tout à fait. Donc, sur apec.fr, vous avez, pour vous aider aussi, des fiches métiers qui peuvent être intéressantes pour vous. Vous avez également un outil qui s'appelle Data Cadre qui vous permet en fait de visualiser en fonction de la zone d'emploi dans laquelle soit vous habitez, soit vous voulez, on va dire, vous investir professionnellement. Vous avez un éclairage du marché qui est régionalisé. Donc ça peut vous aider aussi dans votre projet de reconversion. Et pour moi, qui vient aussi voilà, du métier du recrutement, qui vient aussi du métier de la formation, c'est très important de faire le pont entre les besoins de compétences des entreprises aujourd'hui et demain et les programmes de formation et les contenus que propose voilà, l'IPAG aujourd'hui, puisqu'on a un profond besoin dans notre marché de l'emploi et dans notre société de ces compétences-là. Donc, allez-y. Cécile, merci encore. Jean-Philippe, merci encore. Je tiens à remercier particulièrement Annabelle, Annie, qui ont été des grandes contributrices de questions ce soir et qui auront aidé à animer le débat. Faites un tour sur la page de l'APEC, comme indiqué par Cécile, si vous êtes cadre sur un projet de reconversion. Faites un tour sur notre page IPAG Online. Vous tapez IPAG Online dans Internet pour voir nos modalités d'admission si vous êtes intéressé par un projet de formation. Et on vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous tous. Merci Cécile. Merci Aurélien. C'était un plaisir de travailler avec vous et de présenter toutes ces informations. Et puis, je reste à votre entière disposition. Je mets dans le chat pour tout le monde mon adresse mail. N'hésitez pas à me recontacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Au plaisir. Merci Cécile. Une très bonne soirée à toi. Et puis, à très bientôt, j'espère. Bonne soirée à vous tous.